There are billions of habitable planets in our galaxy alone. Le télescope spatial James Webb s'annonce comme l'une des percées les plus importantes pour l'humanité en matière d'observation spatiale. Étant beaucoup plus puissant que les autres télescopes spatiaux jamais lancés par l'homme, la communauté scientifique se nourrit de grands espoirs. Les étoiles ont beau se trouver à des milliards de kilomètres de nous, elles n'en restent pas moins des objets fascinants. Si beaucoup de gens adorent la façon dont elles illuminent le ciel nocturne, les scientifiques s'intéressent surtout aux planètes qui gravitent autour d'elles. Et les scientifiques ont aujourd'hui plus de raisons que jamais de s'intéresser à l'une de ces planètes, car le nouveau et puissant télescope spatial James Webb vient d'y découvrir des signes de vie. Quels signes le JWST a-t-il découvert? Sur quelle planète le télescope a-t-il fait cette découverte? Et que signifie-t-elle pour l'exploration de l'espace lointain? Restez à l'écoute pour découvrir comment le télescope spatial James Webb vient de découvrir des signes de vie sur Proxima b. L'exploration spatiale est une entreprise très coûteuse. Toutefois, lorsque leur massif sera capable de voir la lumière d'un bourdon à la distance de la Lune. Par rapport à son prédécesseur, le JWST a un champ de vision 15 fois plus large sur sa caméra principale et recueille 6 fois plus de lumière. Ce qui signifie que pour la première fois, nous serons plus près d'établir la composition des origines uniques de l'univers. Pour faire ces découvertes, la caméra du JWST sera braquée plus profondément sur une région du ciel pendant de longues périodes, afin de recueillir autant de lumière et d'informations que possible. Le JWST nous aidera également à comprendre la matière noire et l'énergie noire. Ces deux concepts sont parmi les plus mystérieux de l'univers. Le nouveau télescope prendra des images pour observer les perturbations de ce que l'on appelle la lentille gravitationnelle. En d'autres termes, ces images chercheront à rendre l'invisible visible. Vous avez déjà vu un miroir de salon? Eh bien, l'espace et le temps peuvent être courbés ou déformés de la même manière. Cela vous surprendra peut-être, mais la gravité déforme la trajectoire de la lumière. Ainsi, lorsque la lumière voyage dans l'espace-temps, elle peut s'incliner et se courber en présence d'objets de grande taille. Ce processus de distorsion est appelé lentille gravitationnelle. Le JWST étudiera la nature des modèles de lentilles gravitationnelles provenant de galaxies lointaines, ce qui nous permettra d'approfondir nos connaissances sur la structure et l'expansion de l'univers. L'une des principales théories concernant la nature du rôle de la matière noire dans le Big Bang est la théorie des trous noirs primordiaux de Hawking, selon laquelle les régions denses qui existaient dans l'univers primitif chaud et hyper compact sont devenues les premiers trous noirs. Toutefois, le JWST peut servir à prouver ou à réfuter complètement cette idée. Mais il peut aussi présenter des alternatives concurrentes. Par exemple, la théorie selon laquelle les trous noirs résultent de l'effondrement des étoiles. C'est donc une époque passionnante à vivre. De nombreux astronomes souhaitent savoir si les trous noirs existent depuis la nuit des temps ou s'ils n'ont vu le jour qu'après l'extinction de la première génération d'étoiles. Si le JWST parvient à détecter la première lumière de l'univers, et donc les étoiles qui se sont formées quelques instants après le Big Bang, cette question trouvera peut-être enfin une réponse. Le JWST aidera également les scientifiques à étudier les exoplanètes. L'une d'entre elles, Proxima b, est particulièrement intéressante en raison de son énorme potentiel. Selon les principes de base de la géographie, toutes les planètes de notre système solaire sont en orbite autour du Soleil. Cependant, il existe d'autres planètes qui gravitent autour d'autres étoiles et qui sont appelées exoplanètes. Le problème des exoplanètes est qu'elles sont très difficiles à observer directement avec un télescope. Elles sont masquées par l'éclat des étoiles autour desquelles elles gravitent. Les astronomes utilisent donc d'autres moyens pour détecter et étudier ces planètes lointaines. Ils recherchent des exoplanètes en examinant les effets de ces planètes sur les étoiles autour desquelles elles gravitent. Cependant, avant le JWST, les scientifiques utilisaient plusieurs méthodes pour détecter les exoplanètes. L'une d'entre elles consiste à chercher des étoiles bancales. Une étoile qui possède des planètes n'orbite pas parfaitement autour de son centre. De loin, cette orbite décentrée donne l'impression que l'étoile oscille. Les scientifiques ont utilisé cette méthode pour découvrir des centaines d'exoplanètes. Toutefois, seules les grosses planètes, de la taille de Jupiter, voire plus, peuvent être observées de cette manière. Les petites planètes semblables à la Terre sont beaucoup plus difficiles à trouver parce qu'elles ne créent que de petites oscillations qui sont difficiles à détecter.
La NASA a même lancé un engin spatial appelé Kepler pour chercher des exoplanètes. L'engin a cherché des planètes de taille et d'orbite très diverses. Ces planètes tournaient autour d'étoiles dont la taille et la température variaient. Certaines des planètes découvertes par Kepler sont des planètes rocheuses situées à une distance très particulière de leur étoile. Ce point idéal est appelé la zone habitable, où la vie pourrait être possible. Kepler a utilisé une méthode connue sous le nom de méthode des transits, qui fonctionne comme suit. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, il s'agit d'un transit. Lorsque la planète passe devant son étoile, elle bloque un peu la lumière de l'étoile. Cela signifie que naturellement, une étoile paraîtra un peu moins brillante lorsque la planète passe devant elle. Les astronomes peuvent suivre l'évolution de la luminosité de l'étoile lors d'un transit. Cela peut les aider à déterminer la taille de la planète. Grâce au temps de transit, les astronomes peuvent déterminer la distance qui sépare une exoplanète de son étoile. Mais ce n'est pas tout, car ces informations nous renseignent sur la température de la planète. Si une planète a la bonne température, elle pourrait contenir de l'eau liquide, un ingrédient important pour la vie. Jusqu'à présent, la mission Kepler a été plus fructueuse que la méthode de l'oscillation, puisqu'elle a permis de découvrir des milliers d'exoplanètes. Mais comment le JWST va découvrir des exoplanètes comme Proxima b? Nous allons être comblés, car le JWST sera capable d'étudier l'atmosphère des exoplanètes. Lorsqu'un transit est détecté à plusieurs longueurs d'onde, il peut aider à mesurer la composition atmosphérique de l'exoplanète. Par exemple, les molécules d'eau absorbent fortement la lumière dans les longueurs d'onde infrarouges, ce qui fait apparaître la planète plus grosse puisque son atmosphère bloque une plus grande fraction de la lumière de son étoile. En utilisant une méthode similaire, il est également possible de mesurer la température de l'atmosphère et de détecter la présence de nuages. Nous avons parlé d'une planète qui passe devant son étoile, par rapport à nous sur Terre. Mais une planète en transit peut aussi passer derrière son étoile. Ce phénomène, où seule la lumière de l'étoile est observée, est appelé éclipse secondaire. En l'observant, il est possible d'isoler la lumière provenant uniquement de la planète et d'obtenir ainsi des informations supplémentaires sur son atmosphère. En général, la méthode du transit est plus sensible à la présence de nuages, mais la méthode de l'éclipse secondaire fournit plus d'informations sur la température de l'atmosphère. Lorsque les scientifiques étudient l'atmosphère d'une exoplanète, ils utilisent une approche unidimensionnelle. Cela signifie que la composition et la température ne varient qu'en fonction de l'altitude, sans tenir compte de la position en longitude et en latitude. La prise en compte simultanée de ces trois dimensions nécessiterait des modèles complexes, ainsi qu'une grande précision d'observation. Cependant, la seule prise en compte de l'altitude peut conduire à des approximations qui ne sont pas valables. Sur Terre, par exemple, la température est beaucoup plus élevée à l'équateur qu'au pôle. Certaines exoplanètes présentent également de fortes variations spatiales dans leur atmosphère. Les Jupiters chauds ou exoplanètes de taille similaire à Jupiter orbitent très près de leur étoile haute et peuvent ainsi atteindre des températures de plusieurs milliers de degrés Celsius. Le mouvement de ces exoplanètes a un autre aspect. Elles tournent généralement autour d'elles-mêmes à la même vitesse qu'autour de leur étoile. Cela signifie que sur ces planètes, un jour et une année ont la même durée. Mais nous allons quelque part avec cela. De la même manière que nous ne pouvons voir qu'un seul côté de la Lune depuis la Terre, un seul côté d'une Jupiter chaude fait constamment face à son étoile. Ce phénomène peut entraîner une grande différence de température entre le côté jour, qui est éclairé par l'étoile, et le côté nuit, qui est perpétuellement dans l'obscurité. Il est fondamentalement impossible de déterminer directement la surface d'une exoplanète en utilisant les variations spatiales de l'atmosphère. Cela implique deux méthodes: l'analyse des courbes de phase et la cartographie des éclipses secondaires. La courbe de phase est la variation de la lumière du système étoile-planète pendant une période de révolution. Sachant que la planète tourne autour d'elle-même au cours de son orbite, les scientifiques observent les différentes parties de son atmosphère qui deviennent successivement visibles pour nous. Grâce à ce signal, il est possible de cartographier l'intensité de la lumière émise par la planète en longitude. Dans les cas de Jupiter chaud, le maximum de la lumière émise par la planète se situe près de l'éclipse secondaire. De même, le minimum de la courbe est plus proche du transit, puisque c'est alors le côté nuit qui est observé. Dans la cartographie des éclipses secondaires, la phase diurne de l'exoplanète est résolue. Au fur et à mesure que la planète se déplace derrière son étoile de notre point de vue, des parties de celle-ci sont cachées, ce qui nous permet d'isoler la lumière émise par une section donnée de son atmosphère.
En mesurant la quantité de lumière émise par chaque section individuelle, il est alors possible de cartographier le côté jour de l'atmosphère en fonction de la longitude et de la latitude. Avec son miroir de 6,50 m, le JWST peut produire des observations d'une précision sans précédent sur une large gamme des longueurs d'onde. Équipé de 4 instruments, dont l'imageur dans le proche infrarouge et le spectrographe sans fente, il peut observer dans l'infrarouge et caractériser l'atmosphère d'une multitude d'exoplanètes. Grâce au JWST, les scientifiques pourront appliquer plusieurs méthodes de cartographie pour mesurer les variations tridimensionnelles de l'atmosphère des exoplanètes. Ces mesures nous permettront d'approfondir notre connaissance des processus atmosphériques. La première photo prise par le JWST montre la tache brillante d'une planète 7 fois plus lourde que Jupiter en orbite autour d'une étoile située à près de 400 années-lumière, encore plus loin que Proxima b. Ce résultat révolutionnaire est le dernier d'une série de découvertes d'exoplanètes faites par le télescope et un test des technologies qui permettront l'imagerie directe de planètes semblables à la Terre par les futurs télescopes spatiaux. L'image a été produite par une équipe d'astrophysiciens dirigée par Sacha Hinckley à l'université d'Exeter au Royaume-Uni. L'équipe a pointé le JWST vers l'étoile à rotation rapide HEAP 65426, où l'existence d'une planète était déjà connue. L'instrument SPHERE du Very Large Telescope au Chili a photographié la planète pour la première fois en 2017. L'équipe de Hinckley essayait de tester et de caractériser la capacité du JWST à voir la planète, appelée HEAP 65426b. Il est intéressant de voir comment le JWST a photographié HEAP 65426b. Le télescope a bloqué la lumière de son étoile haute à l'aide d'un petit masque, appelé coronographe. Cela a permis de voir la planète en orbite, qui est des milliers de fois moins lumineuse, comme si l'on détectait une luciole autour d'un projecteur. HEAP 650 est massive dans le ciel de Proxima b, les habitants de la Terre ont besoin d'un équipement spécial pour pouvoir voir Proxima Centauri. Proxima Centauri b n'est pas en orbite autour de son étoile devant nous. En d'autres termes, si vous regardiez Proxima Centauri de face, vous ne pourriez pas voir Proxima Centauri b, car elle ne croise pas son étoile depuis notre point de vue terrestre. Il est donc difficile de prédire son orbite. Et les astronomes ne savent pas si Proxima Centauri b a une orbite presque circulaire ou une orbite très elliptique. Proxima Centauri b a été détecté grâce aux efforts du docteur Anglada Escudé de l'université Queen Mary en utilisant la méthode de l'effet Doppler. Il a développé une nouvelle méthode, Template Enhanced Radial Velocity Reanalysis Application, ou TERA. Cette méthode a été utilisée pour analyser les données de l'instrument de mesure de la vitesse radiale le plus précis au monde, le HARPS, High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher, de l'Observatoire européen austral, via l'outil logiciel HARPS TERA. Pourquoi les astronomes pensent-ils que la vie a une chance de survivre sur Proxima b? Tout d'abord, sa masse minimale est de 1,3 fois la masse de la Terre. Cela suggère qu'il s'agit probablement d'une planète rocheuse et terrestre comme la Terre. Elle se trouve même dans la zone habitable de Proxima Centauri, où les températures sont parfaites pour la présence d'eau liquide. Par ailleurs, Proxima Centauri b reste l'exoplanète de type terrestre la plus proche jamais découverte, à un peu plus de 4 années-lumière. Mais cela ne signifie pas que nous pourrons nous y rendre de sitôt, voire jamais. Même avec les technologies les plus récentes, il faudrait des milliers d'années pour atteindre notre étoile voisine la plus proche. Pour l'instant, il n'est donc pas question de visiter Proxima b. En avril 2019, un signal radio a été détecté et on pense qu'il provenait de la région de Proxima Centauri. Le signal, qui a été depuis nommé Breakthrough Listen Candidate 1 ou BLC1, a été détecté grâce au projet Breakthrough Listen, qui est une initiative mise en place pour rechercher une communication extraterrestre intelligente à travers l'univers. Le projet a reçu plus de 100 millions de dollars de financement et a consacré des milliers d'heures d'observation au télescope dans des installations de pointe à travers la planète. Commencé en janvier 2016, le programme reste encore la recherche la plus complète de communication extraterrestre en dehors de notre système solaire. Le signal, ou signature techno, a été capté par le radiotélescope CSIRO de Parkes, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Au moment de la découverte, le télescope observait la région de l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima Centauri, ce qu'il avait déjà fait des centaines de fois auparavant. Au fil du temps, le télescope a accumulé une grande quantité de données et les scientifiques n'ont pas détecté le signal tout de suite. À la fin de chaque cycle d'observation, ils ont dû filtrer des centaines de milliers, parfois des millions de signaux, pour isoler tout signal techno unique pouvant provenir de l'espace lointain.
Pour vous donner une idée de ce qu'ils recherchent, les signaux doivent avoir deux propriétés distinctes. La première est qu'ils doivent être confinés à une bande de fréquence très étroite, semblable à celle des émissions radio sur Terre. Il s'agit d'une caractéristique unique, car aucun processus naturel n'est capable de produire ce type de signal, ce qui susciterait des inquiétudes s'il provenait de l'espace. La deuxième propriété est que la fréquence du signal doit dériver d'une manière similaire au mouvement des exoplanètes par rapport à la Terre. Au cours de ce cycle d'observation particulier, le télescope australien a capté plus de 4 millions de signaux distincts, et l'équipe a dû se mettre au travail pour filtrer les signaux sans importance et éliminer les autres. L'équipe a pu filtrer une grande partie des signaux de fond provenant de la Terre, et s'est retrouvée avec plus de 5000 signaux distincts. L'équipe a dû recouper ces signaux avec des émetteurs radio présents sur Terre et a finalement obtenu un seul signal inexpliqué. L'équipe de scientifiques a décrit le signal comme une signature technique unique à large bande étroite, apparue au cours d'une période d'observation de 30 heures et uniquement lorsque le télescope était pointé vers Proxima du Centaure. La découverte de BLC1 indique qu'il pourrait provenir de Proxima du Centaure et présente des caractéristiques distinctes du signal WOW. Que la vie puisse se développer sur la face cachée, en raison du flux constant de radiations intenses provenant de son étoile hôte. En effet, Proxima b orbite seulement à 4,5 millions de kilomètres, soit environ un dixième de la distance qui sépare Mercure du Soleil à son point le plus proche. Des signaux radio ont déjà été détectés autour de Proxima b. Mais les radioastronomes pensent qu'il ne s'agit probablement que d'interférences d'origine naturelle. Ainsi, comme la face de l'exoplanète qui est exempte de rayonnement est toujours sombre, toute civilisation habitant l'exoplanète peut être amenée à déployer de puissants miroirs ou à utiliser des lumières très brillantes de type LED pour éclairer ses villes. Cela peut nous aider à les détecter à l'aide du bon outil. C'est pourquoi une équipe comprenant l'astronome Avi Loeb de Harvard a suggéré que le JWST puisse être configuré pour repérer des preuves de la présence de lumière LED sur la planète Proxima b. Il suggère qu'en utilisant l'instrument proche infrarouge du télescope James Webb et en recherchant les signes révélateurs des ondes lumineuses LED dans la lumière de la planète et de son étoile hôte, ils seront en mesure de détecter cette lumière artificielle si elle existe. L'équipe a cherché à savoir si des lumières artificielles pouvaient être détectées sur la face cachée de Proxima b, en calculant les courbes de lumière de la planète et de son étoile hôte. Les scientifiques ont envisagé deux scénarios différents. Une illumination artificielle avec le même spectre que les LED couramment utilisés sur Terre, et un spectre plus étroit qui produit la même proportion de lumière que l'illumination artificielle totale sur Terre. Ils ont découvert que le JWST serait capable de détecter des lumières artificielles de type LED représentant 5% de la puissance stellaire. Si James Webb parvient à détecter la lumière à bande étroite qui rappelle les ampoules LED, c'est qu'il sera en mesure de caractériser l'atmosphère de la planète. Cela permettra aux chercheurs d'utiliser les instruments de l'observatoire pour détecter l'importance du transport d'énergie sur la planète, puis d'effectuer des calculs de courbes de lumière pour déterminer si elles correspondent ou non à celles d'une source lumineuse de type LED. Pour parvenir à la conclusion qu'il pourrait être capable de détecter la lumière artificielle, Loeb et ses collègues ont utilisé le calculateur de temps d'exposition du JWST. Cet outil permet aux astronomes de prédire ce qui peut être détecté au cours d'une période donnée, sur la base de paramètres définis avant le lancement de l'observatoire. Cela leur a permis de déterminer la possibilité de détecter différentes valeurs de flux et de détecter celles dont la longueur d'onde correspond au niveau de lumière artificielle auquel on devrait s'attendre de la part d'une civilisation forcée de vivre dans l'obscurité permanente. Dans ce cas, les lumières qui éclairent le côté nuit permanent devraient être extrêmement puissantes et donc plus susceptibles d'être détectées par le JWST. Le JWST pourrait démontrer l'existence d'un éclairage artificiel pour des diodes électroluminescentes standard, 500 fois plus puissantes que celles que l'on trouve actuellement sur Terre, pour un éclairage artificiel d'une magnitude similaire à celle de la Terre. Dans le cadre de leurs recherches sur la possibilité de la vie sur Proxima b, les scientifiques ont également essayé de déterminer à quoi ressemblerait la Terre en tant que planète, si elle était en orbite autour de Proxima Centauri. Ils se sont appuyés sur la modélisation pour déterminer à quoi ressemblerait la situation. Là encore, nous revenons au concept de zone habitable. Le fait que l'orbite de Proxima b se trouve dans la zone habitable, c'est-à-dire la distance de son étoile hôte où de l'eau pourrait s'accumuler à la surface d'une planète, ne signifie pas qu'elle soit habitable. Cela ne tient pas compte, par exemple, de l'existence réelle d'eau sur la planète ou de la possibilité pour une atmosphère de survivre sur cette orbite. Les atmosphères sont également essentielles à la vie telle que nous la connaissons, car elles permettent de réguler le climat,
de maintenir une pression de surface favorable à l'eau, de se protéger des conditions météorologiques dangereuses de l'espace et d'abriter les éléments chimiques nécessaires à la vie. Le modèle informatique des scientifiques a utilisé l'atmosphère, le champ magnétique et la gravité de la Terre comme approximation de ceux de Proxima b. Ils ont également calculé la quantité de rayonnement que Proxima Centauri produit en moyenne, sur la base des observations de l'Observatoire de rayons X Chandra de la NASA. Grâce à ces données, leur modèle simule la façon dont le rayonnement intense de l'étoile haute et ses fréquentes éruptions affectent l'atmosphère de l'exoplanète. Une étoile rouge active telle que Proxima Centauri dépouille l'atmosphère lorsque des rayons ultraviolets extrêmes à haute énergie ionisent les gaz atmosphériques, arrachant des électrons et produisant une nuée de particules chargées électriquement. Au cours de ce processus, les électrons nouvellement formés acquièrent suffisamment d'énergie pour échapper à la gravité de la planète et se précipiter hors de l'atmosphère. Les charges opposées s'attirent, de sorte que lorsque davantage d'électrons chargés négativement quittent l'atmosphère, ils créent une puissante séparation de charges, qui entraîne avec eux des ions chargés positivement dans l'espace. Dans la zone habitable de Proxima Centauri, Proxima b est soumise à des rayonnements ultraviolets extrêmes, des centaines de fois supérieurs à ceux que la Terre reçoit du Soleil. Ce rayonnement génère suffisamment d'énergie pour arracher non seulement les molécules les plus légères, l'hydrogène, mais aussi, au fil du temps, des éléments plus lourds, tels que l'oxygène et l'azote. Le modèle montre que le puissant rayonnement de Proxima Centauri épuise l'atmosphère semblable à celle de la Terre, jusqu'à 10 000 fois plus vite de ce qui se passe sur notre planète. Proxima b est verrouillé tidalement à Alpha Centauri. Qu'est-ce que cela signifie et quelles en sont les conséquences ? Vous savez probablement que le Soleil et la Lune exercent des forces de marée sur l'océan terrestre. Ce type de force dépend de la densité de masse de l'objet producteur et de la puissance de la taille angulaire du troisième objet dans le ciel. Même si pour un observateur sur la Terre, le Soleil et la Lune semblent à peu près avoir la même taille angulaire, l'influence de la marée de la Lune est triple de celle du Soleil parce que la Lune a une densité de masse 3 fois supérieure à celle du Soleil. Comme Proxima b a un rayon orbital si petit, l'étoile Proxima Centauri, même avec son petit diamètre, semble avoir un diamètre angulaire 2,86 fois plus grand dans le ciel que son propre Soleil, vu de la Terre. Proxima a également une densité 40 fois supérieure à celle du Soleil. Cela signifie que la force de marée de Proxima du Centaure sur Proxima b sera 939 fois supérieure à celle que le Soleil exerce sur la Terre. Il est donc très probable que Proxima b reste lié à Proxima du Centaure par les marées. Cela signifie que, comme la Lune de la Terre, Proxima b présenterait toujours la même face à Proxima du Centaure. La conséquence est que Proxima b aura en même temps un côté chaud désertique et un côté froid glacial. Mais il y aura une bande de zones crépusculaires autour de sa région médiane, dans laquelle l'étoile sera toujours au-dessus ou juste en dessous de l'horizon. Dans cette région, la température ne sera pas extrêmement chaude ou froide. Mais alors, une planète bloquée par la torsion a ses avantages. Par exemple, si des humains devaient y vivre, cela signifie que les fermes d'énergie solaire produiraient toujours de l'électricité. L'électricité sera ensuite distribuée dans d'autres parties de l'exoplanète où elle est nécessaire. Les colons n'ont qu'à choisir un endroit avec la température moyenne qu'ils veulent et peuvent se cacher des éruptions solaires périodiques en gardant la dangereuse Proxima du Centaure juste au-dessus de l'horizon et hors de portée. Cependant, les colons devront faire face à une diminution de la lumière du Soleil. La lumière que vos yeux humains peuvent voir, le spectre visible, a une longueur d'onde allant d'environ 400 nanomètres à la limite du violet profond à 700 nanomètres à la limite du rouge profond. Cependant, la lumière solaire de Proxima du Centaure culmine à 950 nanomètres, ce qui correspond à l'infrarouge, et diminue rapidement dans la région visible. La lumière visible étant fortement orientée vers le rouge. Ainsi, la lumière du Soleil et de Proxima du Centaure était égale à la limite rouge du spectre visible. La lumière de Proxima serait 10 fois plus faible à la limite violette. N'espérez donc pas obtenir un joli bronzage en vous allongeant sur une plage de Proxima b. Cela aura bien sûr une incidence sur l'agriculture. La photosynthèse, à l'aide de la chlorophylle, fonctionne de manière maximale à des longueurs d'onde jumelles d'environ 470 et 660 nanomètres, et se réduit à zéro pour les longueurs d'onde supérieures à 700 nanomètres. Ainsi, si vous emmenez des plantes de la Terre à Proxima b, elles ne pourront réaliser la photosynthèse qu'avec une petite fraction de la lumière solaire de Proxima Centauri. Mais il existe une solution pour s'assurer d'obtenir des aliments frais en permanence. Les cellules solaires en silicium, produisant de l'électricité, ont un rendement de conversion maximal à environ 700 nanomètres et tombent à zéro à 1100 nanomètres.
Il serait donc possible de pratiquer l'agriculture sur Proxima b, en plaçant de grandes fermes solaires absorbant la lumière de 700 nanomètres du côté chaud de la planète et en cultivant des plantes dans des serres de la zone crépusculaire éclairées par des LED électriques produisant des longueurs d'onde de 470 nanomètres et 660 nanomètres. Comment le JWST va-t-il rechercher la vie sur Proxima b? Les premiers signes de vie au-delà de notre système solaire pourraient provenir de la vie végétale extraterrestre. Par exemple, lorsque la sonde Galileo était en route vers Jupiter, elle a pointé ses instruments vers la Terre et a détecté les signes distincts de la présence de plantes. Elle a découvert ce que l'on appelle la biosignature VRE, Vegetation Red Edge. Il s'agit d'un mélange de lumière rouge et infrarouge émise par les plantes. De la même manière, le JWST mesurera le VRE de Proxima b. S'il y a par exemple une jungle sur Proxima b, elle émettra un signal VRE important qui devrait être facile à détecter. Outre la vie végétale, le JWST peut également examiner l'atmosphère de Proxima b à la recherche de signes de vie. Lorsqu'une exoplanète passe devant son étoile, la lumière du Soleil traverse son atmosphère ci-dessous.